Bonjour, alors je m'appelle Sophie Gauthier, je travaille en pharmacovigilance ici à Lille au CRPV. Et donc Nicolas Simon nous a demandé de vous faire un petit topo sur les atteintes osseuses médicamenteuses. Alors le sujet étant tellement vaste, finalement j'ai fait 2-3 diapos et après je vais laisser la parole au docteur Vieillard qui a une expertise reconnue dans un point particulier de ces atteintes osseuses médicamenteuses. Alors, pourquoi c'est compliqué finalement de vous parler de ce sujet-là, c'est que les atteintes osseuses médicamenteuses, c'est varié. Vous voyez que ça va de l'ostéoporose jusqu'à l'algodystrophie. Donc on va être sur des mécanismes qui vont être variés également et un nombre de médicaments qui va être assez impressionnant. Donc, juste pour rappel, vous savez que l'os, c'est un métabolisme perpétuel. Il se reforme, il se détruit, il se reforme, il se détruit. Que ça fait intervenir des ostéoclastes et des ostéoblastes, d'autres intervenants également, mais c'est les principaux, et que en fait, quand on a une atteinte osseuse médicamenteuse, c'est qu'on a un médicament qui rompt cet équilibre. D'accord ? Donc soit il le rompt en qualité d'os, soit il le rompt en quantité d'os, mais en tout cas, c'est cette rupture de métabolisme qui conduit le plus souvent aux atteintes les plus marquantes. Alors quand on parle d'ostéoporose, qui est l'atteinte la plus répandue finalement, dont on parle beaucoup, vous savez que ça correspond à la diminution de la masse osseuse et à l'altération de l'architecture osseuse. La classe médicamenteuse qui doit vous venir à l'esprit prioritairement, c'est les glucocorticoïdes, vous le savez tous. Alors ils ont un mécanisme d'action assez bien établi d'interaction avec les ostéoblastes et puis l'absorption de calcium, et donc un effet qui se met en place assez rapidement finalement quand on instaure un traitement corticoïde au long terme, plutôt aux doses fortes, mais en fait, il n'y a pas de dose minimale à laquelle ça démarre. Donc, avec des faibles doses, on peut voir des ostéoporoses se mettre en place. Et c'est plutôt durée dépendant, c'est-à-dire que plus vous avez un traitement au long cours et plus le risque de cette ostéoporose est présent. C'est vraisemblablement réversible à l'arrêt, mais une fois que c'est instauré, on peut douter de cette réversibilité, mais on peut voir quand même une amélioration à l'arrêt. Le délai, par contre, n'est pas bien connu. Et le risque, bien sûr, de cette ostéoporose cortisonique que vous connaissez tous, c'est la fracture. Et c'est d'ailleurs par ça qu'on la découvre bien souvent. Le suivi et ce en quoi on peut intervenir éventuellement, c'est prévenir, donc donner un traitement anti-ostéoporotique, mais on reverra les quelques défauts de ces médicaments-là. Et surtout, quand on commence un traitement par corticoïde à long terme, proposer une densité minérale osseuse initiale pour voir d'où on part en termes de capital osseux. Alors je vous ai mis après les autres médicaments qui sont impliqués éventuellement dans la survenue d'une ostéoporose. Vous voyez que la liste est assez longue. C'est issu d'une revue que je vous conseille puisque c'est la dernière en date sur les médicaments qui induisent une ostéoporose. Elle date de 2010, il n'y en a pas eu de plus récente. Elle est beaucoup reprise parce qu'elle est assez bien faite et notamment parce que pour chacune des classes, on vous explique pourquoi finalement cette classe interagit avec le métabolisme osseux. Donc dans les notoires, moi je vous invite à retenir les antidépresseurs de type inhibiteur de la recapture de la sérotonine, l'héparine, c'est des médicaments qu'on utilise vraiment souvent, qui sont utilisés souvent sur des durées longues, et donc du coup, une fracture sous un de ces traitements-là devrait nous amener à éventuellement nous poser la question de la responsabilité médicamenteuse. Inhibiteur de la pompe à protons pour les derniers, puisque vous savez qu'il y a plusieurs papiers qui sont sortis récemment sur ce problème. L'ostéomalacie, donc là, c'est plus la quantité, mais c'est la qualité osseuse qui est perturbée, et donc on a un os dit mou. Et là, vous voyez que c'est plutôt des médicaments qui interagissent avec les minéraux, donc calcium, phosphore, vitamine. Et on va surtout retrouver les anticonvulsivants, mais les vieux. Donc finalement, c'est plus forcément un problème des anticonvulsivants. On va par contre retrouver des problèmes avec les antituberculeux, les oxydes de fer et puis les chélateurs de phosphore, notamment l'hydroxyde d'aluminium ou la cholestéramine. Pour l'ostéonécrose, donc là c'est la mort cellulaire, où vous voyez très bien sur cette figure la disparition de l'os, donc on a vraiment un manque d'os qui n'est plus régénéré. On peut bien sûr retrouver nos glucocorticoïdes, mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement, et je vais laisser Marie-Hélène prendre la parole, c'est les ostéonécroses des maxillaires.
Merci Sophie. Effectivement, les ostéonécroses des maxillaires, c'est l'effet secondaire redouté des inhibiteurs de la résorption osseuse en particulier, mais on va voir c'est pas que les inhibiteurs de la résorption osseuse. La définition de ces ostéonécroses des maxillaires a été revue en 2015. Initialement, c'était l'apparition d'une dénudation osseuse supérieure à 8 semaines, qui est la durée habituelle de cicatrisation après une extraction dentaire. Il y a été rajouté récemment l'apparition d'une fistule muqueuse ou d'une atteinte cutanée, d'une fistule cutanée, chez des patients qui reçoivent ou qui ont reçu un inhibiteur de la résorption osseuse, et la définition a été étendue également aux anti-angiogéniques. Chez des patients qui n'ont pas été irradiés sur les maxillaires et en absence de localisation métastatique ou myélomateuse sur les maxillaires. Alors, ces ostéonécroses avaient été décrites de façon extrêmement partielle et très rare en l'absence de tout médicament, et c'est en 2003 que les premières grosses séries sont apparues avec les bisphosphonates, surtout chez des patients atteints de cancer traités par aminobisphosphonate par voie intraveineuse et mensuelle. Puis en 2009, on a vu apparaître les premiers cas sous denosumab, sous anti-angiogénique, bevacizumab ou sutène, avec ou non une association aux inhibiteurs de la résorption osseuse. Et depuis 2016, plusieurs cas rapportés avec d'autres médicaments anti-angiogéniques ou non. Alors, les signes cliniques sont extrêmement variables, ça peut être strictement asymptomatique, ça peut être des formes extrêmement limitées, souvent dans les ostéoporoses, avec des signes très trompeurs, par exemple des mobilités dentaires, ou alors des tableaux beaucoup plus brillants avec l'apparition de cellulite dentaire. À la phase d'état, les patients peuvent présenter soit des fistules muqueuses, soit des fistules cutanées, qui sont de mauvais pronostics, et puis également des épisodes de surinfection, et un signe qui est assez fréquent quand l'atteinte est mandibulaire, c'est l'hypoesthésie labiomentonnière. La fréquence est difficile à déterminer, elle dépend des molécules, elle dépend aussi de la définition. Initialement, c'était un petit peu des définitions pas tout à fait précises, et puis aussi tous les cas ne sont pas rapportés, tous les cas ne sont pas déclarés, et plus les molécules vont être récentes, par contre plus les warnings vont être importants, et donc plus les cas vont être déclarés. Et globalement, on estime que dans la pathologie maligne, on est entre 1 et 10% en fonction des séries, et dans la pathologie bénigne, on a des incidences qui sont beaucoup moins importantes. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui ont été mis en évidence. Le fait d'avoir un traitement avec une fréquence importante dans les pathologies malignes, le mauvais état bucco-dentaire, la consommation alcoolo-tabagique, le diabète. C'est surtout la dose cumulée d'inhibiteurs de la résorption osseuse qui a bien été mise en évidence, et surtout les co-traitements, l'association aux anti-angiogéniques et à la corticothérapie, en particulier pour les ostéoporoses cortisonnées. Le traumatisme, la chirurgie, l'extraction dentaire ont été bien mis en évidence, surtout dans les premiers cas. On revient sur l'extraction dentaire, qui est probablement un signe de révélation de l'ostéonécrose, sachant qu'elle peut aussi apparaître chez des patients édentés totales depuis plusieurs années. Donc globalement, les pathologies osseuses d'origine médicamenteuse sont variées. Il faut prendre en compte les facteurs de risque et les co-traitements. Il faut une vigilance à la fois du prescripteur, mais également probablement une prévention qui implique tous les partenaires du parcours de soins, en rappelant régulièrement les conseils de surveillance, et aussi s'interroger quand on a des durées de traitement qui sont atypiques et en particulier très prolongées. Je vous remercie. Merci beaucoup Sophie et Marie-Hélène pour cette mise au point sur un événement iatrogène tout à fait particulier, sur une iatrogénie osseuse au sens large. Est-ce que dans l'Assemblée, les gens ont une question à poser? Est-ce que... Dis-nous, tu as une vision. Alors... Alors, c'est les recommandations de la SAPS 2007. En fait, c'est la durée normalement de cicatrisation, c'est la durée moyenne de cicatrisation de l'alvéole dentaire après une extraction. En fait, ce qu'on conseille, c'est que quand il y a une extraction dentaire, eh bien, il faut que le chirurgien dentiste vérifie la cicatrisation muqueuse et osseuse avant l'instauration de l'inhibiteur de la résorption osseuse, évidemment hors urgence, puisque en fait, le délai de 120 jours, c'est un délai moyen, mais il est variable d'un patient à l'autre, et en particulier en fonction des autres traitements que les patients ont. Une autre question? Alors, en attendant, si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, je vais en poser une dernière.
Quel est le rôle que peut avoir le pharmacien dans la prévention de ces événements iatrogènes ? Clairement, je pense qu'il faut rappeler peut-être à chaque renouvellement de prescription aux patients, en particulier sous inhibiteurs de la résorption osseuse, d'aller voir son chirurgien dentiste. C'est conseillé. Donc, dans la pathologie bénigne, c'est au moins une visite par an. Dans la pathologie maligne, c'est tous les 4 à 6 mois en fonction de l'état bucco-dentaire, sachant qu'en particulier dans notre région, les patients n'ont pas forcément l'habitude d'aller régulièrement chez le dentiste. Donc ça, c'est peut-être un premier signe. Une première mission, à chaque fois qu'il y a un renouvellement de traitement, c'est peut-être demander est-ce que vous avez bien penser à votre contrôle dentaire. Et puis aussi, lorsque les traitements sont prolongés, alors on voit souvent ça, des traitements qui sont finalement reportés, les patients changent de médecin généraliste et puis ça c'est reporté, peut-être de revoir une réévaluation de la nécessité des traitements, je pense en particulier dans l'ostéoporose, puisqu'on a maintenant des guidelines sur les durées de traitement, hein, c'est 3 ans, puis une réévaluation jusqu'à 5 ans, puis à chaque fois on réévalue la nécessité du traitement. Donc quand on voit des durées de traitement un peu atypiques, peut-être demander s'il y a une réévaluation récente de l'intérêt du traitement, est-ce qu'il ne faut pas changer de molécule, voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il une question ? Non, j'ai quand même une micro-question qui vient de m'arriver pour Sophie. Est-ce qu'il y a eu des déclarations plus importantes sur la relation IPP et événements indésirables type osseux, comme tu l'as rappelé dernièrement ? Non, parce qu'en fait, la publication, elle est discutée. C'est difficile de mettre en évidence, en fait, parce qu'il y a beaucoup de biais. Donc, elle nous sert d'alerte. C'est ce qui va faire que, dans les services, on va dire, voilà, sachez déprescrire vos IPP, parce que ça ne sert à rien d'exposer un patient à un potentiel risque osseux. Maintenant, non, on n'a pas eu de cas particulièrement. Si je recherchais dans la base, peut-être qu'on en aurait un ou deux, mais il n'y a pas eu de flambée de déclaration. Bien, écoutez, je crois qu'il est temps de céder la parole pour la soirée de cas cliniques. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je remercie encore tous nos orateurs d'être intervenus sur ces sujets aussi intéressants. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée et bonne continuation du congrès.